Donc pour commencer, je dirais que depuis qu'elles sont apparues sur les écrans de télévision au milieu des années 1950, les émissions de cuisine françaises ont été largement construites sur le mode de la démonstration. Et donc des programmes de Raymond Oliver, que vous voyez sur l'écran, dans les années 1950 et 1960, jusqu'au programme présenté par Joël Robuchon dans les années 90 et 2000, le registre didactique domine très nettement. Donc sur un plateau de télévision, on peut voir les protagonistes présenter des recettes face à la caméra, en donnant des explications techniques et ainsi proposer un clair exposé des techniques culinaires. Mais cependant, à partir des années 2000, de nouveaux programmes ont pris leur distance avec cette approche théorique de la cuisine pour intégrer la présentation de recettes à des récits. Donc, de manière générale, on peut définir un récit comme un discours relatant une série d'actions. Et on pourra donc qualifier d'émissions narratives les programmes qui font de la préparation d'un plat l'élément central d'une histoire plus large qui a pour effet, en retour, de déterminer le sens donné à la réalisation de la recette. Et donc aussi, ce type d'émission culinaire n'est pas exclusivement consacré à l'exposé de recettes, puisqu'il lie la pratique de la cuisine à un contexte spécifique qui, bien souvent, associe des objectifs d'ordre culinaire et pratique à des enjeux émotionnels. Du fait de la multiplication et de la diversification des émissions culinaires à la télévision française que l'on peut observer depuis les années 2000, plusieurs catégories de programmes semblent opérer une telle mise en récit. On peut notamment penser aux jeux de compétition culinaire comme Masterchef, dont vous voyez ici l'illustration, donc ces jeux vont dramatiser la préparation d'un plat en la liant aux règles du jeu dont la victoire est dite avoir un grand impact sur la vie entière de ses participants. Mais c'est également le cas des émissions que l'on peut appeler à totalité patrimoniale, comme par exemple l'émission actuelle de Julien Drieux qui s'appelle Les Carnets de Julie, qui situe les pratiques culinaires dans leur ancrage géographique et historique grâce à la mise en scène du parcours de découverte de l'animatrice. Au cours de cette présentation, je souhaiterais toutefois faire l'analyse de deux émissions culinaires qui n'appartiennent pas à ces deux catégories, mais qui me semblent être d'intéressants exemples pour étudier le fonctionnement des émissions narratives. Le premier programme que nous étudierons s'appelle Julie Cuisine. Il s'agit d'une émission quotidienne d'une durée de 2 minutes, qui a été présentée par Julie Andrieux, toujours elle, et diffusée sur TF1, qui est donc la première chaîne nationale de télévision en France, qui a été diffusée entre 2004 et 2005. Le second programme que l'on étudiera s'appelle Allo Sophie. C'est une émission de 30 minutes qui a été diffusée le samedi sur TF1 pendant quelques mois de l'année 2008. À partir de ces émissions, on étudiera quel est le récit qui est proposé dans ces programmes et surtout quels sont les procédés qu'ils utilisent pour mettre en contexte la présentation des recettes d'après les objectifs qui sont ceux des concepteurs des émissions. On tâchera donc de voir quelle signification les programmes donnent à la pratique de la cuisine et ainsi d'essayer de comprendre comment la présentation d'une recette au sein d'un récit transforme la façon dont les spectateurs peuvent se l'approprier et l'intégrer ensuite à leur univers culinaire qui leur est propre. Donc pour commencer, l'émission Julie Cuisine est fortement incarnée par son animatrice Julie Andrieux, puisque son nom apparaît dans le titre du programme. Âgée de 30 ans en 2004, la jeune femme, qui était déjà l'auteur de livres de cuisine et qui avait présenté une émission de cuisine auparavant sur une chaîne du satellite, Julie Andrieux était donc à la tête de sa propre société de production et elle souhaitait présenter des émissions culinaires modernes et accessibles à la télévision française. Et c'est grâce au parrainage par la marque d'électroménager Whirlpool que l'émission a été mise à l'antenne de TF1 en 2004. Et donc de ce fait, Julie Cuisine est véritablement un espace publicitaire qui met en scène l'image de la marque que les communicants de Whirlpool définissent comme étant moderne et haut de gamme. Et c'est parce que cette émission avait pour objectif de transmettre une vision de la cuisine à laquelle Whirlpool souhaitait être associé que la présentation des recettes fait partie d'un récit, un récit qui en reste cependant à un état embryonnaire en raison donc de la très courte durée de chaque épisode. Donc à présent, je vous propose de visionner deux extraits de l'émission, donc c'est pratiquement une émission complète, pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Tout d'abord, on peut noter que c'est le caractère apparemment réaliste de la mise en scène de la présentation des recettes qui fonde le récit qui est proposé par l'émission. C'est-à-dire qu'à contre-pied du modèle démonstratif, Julie Cuisine propose une immersion dans ce qui apparaît comme l'intimité de la présentatrice. Et donc, de fait, on voit que le décor de l'émission n'adopte pas les traits d'un plateau de télévision et sa forte personnalisation fait qu'il apparaît comme un véritable lieu habité qui reflète le mode de vie de son utilisatrice.
Et la façon même dont est filmée l'émission donne l'illusion au téléspectateur qu'il assiste à une scène qui ne lui est pas adressée. Il y a donc un décalage entre le discours de Julie Andrieux, qui s'adresse directement au téléspectateur pour transmettre toutes les informations, et les images dont le cadrage ne manifeste pas le même souci de clarté. On voit par exemple que les gestes de la présentatrice ne sont pas toujours filmés de face, et dans le même temps, la présence très fréquente d'obstacles intrusifs qui empêchent une vision directe confirme l'impression que l'émission est filmée comme par effraction, ce qui renforce ainsi l'atmosphère d'intimité qui est associée au programme. Donc en quelque sorte, tout porte à croire que Julie cuisine pour elle et non à l'attention des téléspectateurs. Et l'insistance sur l'improvisation avec laquelle elle cuisine, on voit que la variété des herbes qui composent sa salade dépendrait de la récolte qu'elle a fait dans son jardin, ou bien l'ajout de fans de carottes dans sa salade dit que cette fortune un véritable coup de bol. Donc, cette improvisation suit la même logique de dissimulation de l'aspect théorique de la présentation derrière le scénario d'une cuisine personnelle et spontanée. En raison de ce dispositif, l'émission fait de la pratique de la cuisine une véritable activité qui tire son sens du contexte dans lequel elle est inscrite. La préparation du plat n'est pas seulement un acte démonstratif, mais c'est une action qui trouve sa motivation dans une situation déterminée. Et ainsi, dans chaque épisode, avant de se mettre à cuisiner, Julie Andrieux explique pourquoi elle entreprend de réaliser un plat. Qu'il s'agisse d'utiliser des fruits mûrs, de préparer un petit déjeuner à déguster au lit, toujours en baignoire et encore décoiffé, ou bien d'organiser un dîner entre amoureux, toute recette tire son sens de la logique d'action dans laquelle elle prend place. Et ainsi se constitue un récit autour duquel l'émission s'organise et qui trouve sa conclusion dans la dégustation du plat, à laquelle les émissions font allusion ou bien mettent directement en scène. Et ici, à nouveau, chaque plat est associé à des circonstances particulières. La complicité d'un dîner entre amoureux, la convivialité d'un repas décontracté entre amis, ou bien le plaisir solitaire de la dégustation. Et donc, lorsqu'elle cuisine, Julie Andrieux n'apparaît pas seulement comme l'exécutante d'un mode opératoire. La cuisine est présentée comme une activité orientée vers une fin qui dépasse les seules préoccupations d'ordre culinaire, et ainsi l'émission donne à la figure de Julie une certaine profondeur qui en fait un véritable personnage. C'est que l'intégration de la cuisine à un récit permet donc de représenter tout un style de vie par le prisme de la cuisine. Le caractère idéal de l'univers décrit par l'émission est tout à fait apparent, évident, et il tient à la nature publicitaire du programme. Le récit qui est proposé dans les émissions illustre le slogan de la marque, qui est mentionné dans une avis de l'émission, et qui dit donc, je cite, que cuisiner est un plaisir. L'acte de faire la cuisine est toujours présenté dans ces récits comme un acte volontaire, qui est le fruit d'une envie et non le résultat d'une contrainte. La cuisine de Julie est fondée sur ses goûts personnels, on a vu la manière dont elle choisissait les ingrédients de sa salade, et est présentée comme un acte spontané et un acte créatif qui permet l'expression de soi. Le programme relève donc une vision valorisante de la cuisine, qui en fait une activité fortement reliée à des enjeux émotionnels et affectifs. Donc à présent, nous allons nous intéresser à l'émission Allo-Sophie, qui a été diffusée donc 3 ans après l'arrêt de Julie Cuisine, et qui, Allo-Cuisine emprunte donc les codes propres à la télé-réalité pour les transposer sur le terrain de la cuisine, et propose ainsi un récit qui fait de la cuisine une véritable action qui est motivée par des enjeux émotionnels toujours. Et donc produit par la société de production Coyote, qui était notamment spécialisée dans les programmes de divertissement, Allo-Sophie se présente comme une émission de coaching et emprunte les codes propres à un type de programme qui s'imposait depuis le milieu des années 2000 de la télévision française, en étant appliqué à d'autres champs de la vie domestique, comme la décoration ou la mode. Et le programme met en scène Sophie Dudomaine, qui était une auteure de livres de recettes à grand succès, et qui avait également déjà présenté une émission sur l'art de vivre sur la chaîne spécialisée Cuisine TV. Et Sophie Dudomaine endosse le rôle du coach qui vient en aide à de piètres cuisiniers souhaitant réussir un défi qui va mettre à l'épreuve leur capacité. Donc, nous allons cette fois-ci regarder 2 extraits vidéo. Le premier étant la sorte de bande-annonce qui ouvre immanquablement ce genre d'émission où on vous présente toutes les actions à venir par la suite. Voilà. Alors, à la différence de Julie Cuisine, qui accordait au récit une place périphérique par rapport à la présentation des recettes, Allo-Sophie, elle, est une véritable émission narrative qui retrace les différentes étapes d'une histoire présentée comme réelle, l'histoire d'un dépassement de soi par la préparation d'un repas.
Le récit est donc assuré par une voix off qui fait la transition entre les séquences et qui module ainsi le rythme du récit. Et chaque émission est organisée autour d'une structure fixe qui ritualise le déroulement de l'émission. L'arc narratif qui est ainsi constitué part d'une situation initiale que l'intervention de Sophie Dudemaine vient transformer afin de concrétiser le souhait de la personne à qui elle vient en aide. L'objectif des protagonistes met en général la cuisine au service de l'expression des sentiments, et le coach doit ainsi organiser un repas pour une demande en mariage ou bien un repas dont le but est d'épater une belle-mère qui juge très sévèrement les capacités culinaires de sa belle-fille. La réalisation des courses, puis la préparation du repas à 4 mains sont les étapes qui conduisent à la scène du repas, qui constitue véritablement le point culminant du récit, puisqu'il manifeste l'aboutissement de la dynamique autour de laquelle l'émission est construite. En raison de la prédominance du récit, la présentation des recettes n'occupe qu'une place réduite dans le programme, si bien que les recettes sont souvent présentées sous la forme d'un résumé qui ne propose qu'un exposé très elliptique à destination des téléspectateurs. Mais ainsi, on peut voir donc que le récit construit par l'émission a pour principale fonction de dramatiser l'acte de cuisiner et ainsi de donner à l'émission une tonalité divertissante qui permet d'intéresser un public plus large que celui plus spécifique des amateurs de cuisine. L'insistance sur la notion de défi crée une tension dramatique que la mise en scène d'obstacles rend d'autant plus captivante que l'issue du repas revêt une forte charge émotionnelle pour ceux qui le préparent. Et donc l'importance de tous ces enjeux auxquels l'exécution des recettes est associée a une influence sur la manière dont les recettes sont elles-mêmes présentées. C'est-à-dire que la description des recettes est directement intégrée à la narration des événements, comme on l'a vu, ce qui fait de chaque étape de la préparation des plats une action mise en œuvre par les protagonistes et qui sert à l'accomplissement du défi qu'ils souhaitent relever. La cuisine est donc présentée non pas comme une activité technique, mais comme une activité qui permet d'exprimer des émotions personnelles. Et ainsi, on voit que Sophie, en tant que coach, ne te donne pas pour but d'enseigner la cuisine aux novices, mais elle les accompagne seulement dans la réalisation du défi. Et par ailleurs, le fait que les recettes soient présentées par Sophie dans le cadre d'échanges personnalisés avec les novices a pour effet, outre de souligner l'aspect comique de l'incompétence culinaire des amateurs, a pour effet donc de donner à voir le bénéfice immédiat que ceux-ci vont tirer de l'intégration du savoir culinaire. Étant guidés par les conseils de Sophie, le cadre d'action précis que les novices adoptent leur permet de garantir leur réussite, ce qui montre que l'adoption d'une façon de cuisiner constitue un outil de dépassement et donc de transformation de soi, et on voit directement sous l'œil de la caméra ces personnes mettre en œuvre un savoir culinaire qu'elles ne maîtrisaient pas. Donc, pour résumer de manière générale, on peut donc voir que les deux émissions que l'on a étudiées présentent la cuisine comme une action qui est intégrée à d'autres champs de la vie des protagonistes des programmes. Et ainsi, la mise en récit, on le voit, permet de donner à la pratique de la cuisine une signification que les émissions au format strictement démonstratif que l'on évoquait en introduction ne prennent pas directement en compte. Il reste donc à savoir si l'intégration des recettes de cuisine à un récit a une influence sur la façon dont les publics des émissions se les approprient, même si bien entendu, il faut garder à l'esprit que tous les spectateurs de ces programmes ne cherchent pas nécessairement à enrichir leur savoir culinaire. Si l'on part du principe que la préparation d'un plat par tout à chacun est toujours largement déterminée par une situation spécifique, qui lie les impératifs d'ordre culinaire et pratique à des considérations d'ordre affectif, on peut penser que l'inscription de la présentation de recettes au sein de scénarios modifie la manière dont celles et ceux qui cuisinent se laissent inspirer par ces recettes. En premier lieu, on sait que la transmission d'une recette repose pour une grande part sur la confiance qui est accordée à son auteur ou à son transmetteur, ce qui explique, par exemple, que l'on aime collectionner, on en parlait, les recettes de famille ou les recettes d'amis. Et donc, parce que le récit des émissions fait de Julie Andrieux et de Sophie Dudemaine des personnages complets qui sont présentés comme proches des téléspectateurs, et même dans les deux cas présents, particulièrement proches des téléspectatrices, parce que ce sont des émissions qui ont une adresse très féminine. Et donc, les recettes de ces deux animatrices paraissent sans doute facilement répondre aux attentes des cuisiniers amateurs. Et par ailleurs, on peut voir que la relation de complicité, que la photo ici illustre bien, qui unit Sophie Dudemaine à ceux et à celles à qui elle vient en aide, renforce la valeur positive associée aux recettes qu'elle propose, du fait du lien affectif qui se noue entre l'auteur et les exécutants de la recette. Et plus largement, il me semble que les récits
que l'on a vus mettent en lumière la richesse des modes d'action et des identités culinaires des protagonistes, ce qui permet d'offrir aux spectateurs des modèles d'action que ces émissions présentent toujours de manière très valorisante, des modèles d'action qu'il leur est donc possible d'intégrer à leur univers culinaire propre. On peut penser que réaliser une recette de Julie Andrieux, c'est devenir, pour un moment, la cuisinière idéale, si ce n'est la femme idéale, comme on peut le voir ici, que les émissions mettent en scène. Et si l'on retient les mots du sociologue Jean-Claude Kaufmann, qui affirme que, je cite, « l'expérience des autres nous permet de nous inventer différents », on comprend comment la mise en situation de recettes permet à chacun, en retour, de jouer avec différentes identités culinaires au moment où il se met en cuisine, et ainsi de donner divers sens à une activité qui obéit, selon les moments, à des logiques et des objectifs variés.